on voit la lumière dans mes lunettes. Ok, on va essayer sans lunettes. On va grossir le texte et on va essayer sans lunettes. Le but aujourd'hui, c'est de réussir à faire une vidéo sans frapper mon micro. Parce que ce qui va se passer un jour, c'est que le micro va se réveiller et va m'en flanquer une. J'arrête pas de le cogner. Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Jade. Si jamais c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, je viens tout juste de terminer mon doctorat en sociologie. J'ai également été chargée de cours dans plusieurs universités à Montréal où j'enseigne notamment féminisme et antiracisme, féminisme noir, lesbian issues and realities, et de temps en temps je poste dans des extraits de mes cours, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir mon back catalogue. J'ai également posté mes chroniques radio que j'ai réalisées sur 3 ans, version vidéo, donc n'hésitez pas à faire un tour, tout ça, voilà qui est fait. Donc aujourd'hui nous allons parler de First Kill. Parce que je viens de finir la saison 1 et j'ai beaucoup de choses à dire sur la série, sur les critiques que reçoit la série, et je trouve que ça fait parfaitement lien avec un segment que j'ai donné pour mon cours Lesbian Issues and Realities, donc en français, réalité et problématiques lesbiennes, sur la représentation médiatique des lesbiennes. Donc voilà, c'est le programme. Donc First Kill, si jamais vous n'en avez pas entendu parler ou que vous ne l'avez pas encore zioté, c'est une série qui est sortie le 10 juin sur Netflix, donc ça fait tout juste un mois. Et en gros, on suit 2 adolescentes, 2 lycéennes, Juliette Fermont, jouée par Sarah Catherine Hook, et Calliope Cal Burns, Imani Lewis, qui tombent amoureuses l'une de l'autre. Mais il se trouve qu'en fait, Juliette est une vampire et Calliope est une chasseuse de vampires. Du coup, drama. Et il y a énormément de choses qui se passent dans cette série, mais en grosso modo, le synopsis, c'est ça. Déjà, il faut noter que la série a reçu très peu de promotion de la part de Netflix. Le show a reçu très peu de promotion, mais le show était quand même très attendu, notamment par le milieu queer. Et depuis, le show a fait parler de lui. Plus majoritairement dans le milieu queer, ça n'a pas été non plus, il n'y a pas eu un énorme buzz autour du show, mais cette série a fait parler d'elle, notamment, et c'est ce qui m'a intéressée, c'est ce qui a motivé cette vidéo. Le show a reçu énormément de mauvaises critiques, et une des mauvaises critiques qui revenait le plus, c'est que la série n'est vraiment pas bonne. En fait, c'est cheesy, c'est cringy, c'est vraiment fait avec 2 bouts de carton, 3 bouts de ficelle, et du coup, cette série est une mauvaise représentation pour les lesbiennes. Et quand j'ai vu ça revenir, je ne sais combien de fois en ligne, en termes de critiques, j'étais comme... Non, il va falloir que je sorte la caméra. J'ai des choses à dire là-dessus parce que pour moi, et je vais argumenter là-dessus, en effet, la série n'est pas bonne, elle est cheesy, elle est cringy, c'est pas très bien fait, le jeu d'acteur est à... Voilà, ça va pas donner des Oscars. Mais justement, le fait que cette série existe telle qu'elle est en soi une bonne représentation. Et je vais argumenter. Donc restez connectés parce que j'ai des arguments là-dessus d'abord. Et aussi j'ai aimé la saison 1. J'ai pas trouvé ça extraordinaire, c'est pas le show de ma vie. Je suis pas en train de dire qu'il faut absolument que tout le monde le regarde et personne n'a compris le génie sous-entendu dans cette série. Non, c'est pas du tout génial. C'est très mal fait. Mais c'est ce qui le rend attachante. Moi, j'ai vraiment passé un bon moment à regarder la saison 1 et j'espère qu'il y aura une saison 2. Donc ma réaction n'est pas tant je défends la série que je comprends les critiques, mais je ne suis pas d'accord par rapport au glissement de sens que parce que c'est une mauvaise série, c'est une mauvaise représentation. Et au contraire, je pense qu'il y a une absence de prise en compte du contexte dans lequel cette série est produite. Et pourquoi, si on prend le contexte, notamment l'histoire cinématographique des représentations des lesbiennes, l'existence même de cette série est une bonne représentation. Petite parenthèse, j'ai lancé mon Buy Me a Coffee qui est littéralement l'équivalent de Patreon, mais Patreon c'est une arnaque pour les personnes qui créent, donc j'ai préféré faire une page Buy Me a Coffee. Si ça vous intéresse, je crée du contenu exclusif pour moi Buy Me a Coffee. J'ai des posts inédits, donc en gros vous avez un membership qui commence à 2$. Si vous voulez me soutenir ou pour que je puisse continuer à produire ce type de vidéos, n'hésitez pas à aller faire un tour. Comme je l'ai dit, la série suit Juliette et Calliope, qui sont un couple interracial. Donc on a une jeune femme blanche, une jeune femme noire dark skin. Donc ça c'est quelque chose qui est également à souligner parce que c'est rare en termes de représentation médiatique. C'est rare en termes de série d'avoir un personnage principal qui est joué par une jeune femme noire dark skin. Et une des choses que j'ai appréciées lorsque j'ai vu cette série, donc elle est composée de 8 épisodes, c'est que si vous regardez le trailer, si vous regardez la bande-annonce, on peut avoir l'impression que la série va surtout se centrer autour de Juliette et de sa famille de vampires. Et il se trouve qu'elle tombe amoureuse d'une chasseuse de vampires. Donc ça va apporter des dramas par rapport à sa situation de monstre. Mais en fait, la série montre bien que les 2 jeunes femmes sont des personnages principaux. Et en fait, tout le côté émotionnel de la série est même apporté par la famille de chasseurs de vampires, donc par la famille de Calliope. Donc ils ont leurs propres arcs narratifs. Ils ont même beaucoup plus d'arcs narratifs que ce à quoi je m'attendais. Ils ont débuté énormément de choses pour énormément de personnages. Famille qui est formée par un père noir, une mère noire et 2 frères noirs. Ce qui est aussi assez rare en termes de représentation médiatique d'avoir une famille complète noire dans une série fantastique où cette famille est au premier plan parce que, je rappelle,
First Kill, c'est une série fantastique. Et une des choses qu'on remet beaucoup en avant, c'est de notamment la comparer à Twilight, Teen Wolf, Vampire Diaries, etc. Je reviendrai là-dessus. Et donc on suit Juliette et Calliope qui tombent amoureuses tellement vite que littéralement le cliché du U-Haul lesbien est illustré par cette série. Elles ont échangé un regard, les filles se sont dit c'est bon, on est prêtes à mourir l'une pour l'autre. Je n'ai pas compris à quel moment l'intensité de leur relation s'est développée. Elles nous le disent plutôt qu'on ne le comprend. Il n'y a pas vraiment d'épisode où on nous montre que leur relation, pourquoi elles tombent amoureuses en fait. Il y a juste un épisode où elles se regardent beaucoup, qui est d'ailleurs un clin d'œil à certaines scènes de Twilight. Spoiler, faites attention, je pense que ma review va être jonchée de spoilers. Mais en gros, un épisode où elles se regardent beaucoup, et un épisode où c'est parti dans le cellier, la chaleur monte, on y va. Et à partir de là, c'est le premier amour, c'est fini. Elles sont prêtes à mourir l'une pour l'autre, à abandonner leur famille l'une pour l'autre, c'est parti. Et donc on les suit tomber amoureuses, et il y a énormément de dramas, notamment les dramas de la famille. Une autre chose à noter, c'est que Netflix a probablement donné un budget de moins 15 € à la série. C'est-à-dire que, je sais pas, ils ont ramassé des pièces par terre et ils ont dit, tenez, faites ce que vous pouvez avec. La série est faite avec 2 bouts de carton, 3 bouts de ficelle. Netflix a décidé qu'elle n'allait pas investir là-dedans. Et puis la série a dit, ok, on assume, c'est pas grave, on va quand même mettre des monstres à droite à gauche, même si les monstres, on a l'impression qu'on les a photoshopés. C'est tellement mal fait que ça en devient divertissant. Si vous arrivez à regarder des séries comme Black Lightning par exemple, ou la première saison de Teen Wolf, ça devrait pas trop vous choquer. En termes du jeu d'acteur, ça a été assez critiqué, mais c'est pas le pire de ce que j'ai vu. Littéralement, les mamans portent la série. C'est-à-dire que vous regardez la série en vous disant « Je suis là pour le couple de lycéennes » et vous restez pour les mères qui sont en mode full battle. J'ai adoré absolument toutes les scènes où elles étaient parce qu'elles ont décidé que ok, on est dans une série cheesy, ok, le scénario ne nous offre pas grand-chose, mais tu sais quoi, on va tout donner pour ces scénarios. Les personnages féminins bouffent le show. Quand je vous dis que les mères ont décidé que c'était leur série, elles ont décidé que c'était leur série, on leur laisse, il n'y a pas de souci, foncez avec. Les personnages féminins bouffent absolument toute la série. Et enfin, il y a les dialogues. Les dialogues... Les dialogues ne sont pas bons, guys. Les dialogues ne sont pas bons. Littéralement, vous avez un épisode où il y a un personnage qui dit « Chérie, je suis désolée, j'ai mangé ta mère. » Et la dame répond « Tu as mangé ma mère. Qui a écrit ça? » Et quand je vous dis que cette série n'est pas subtile, vous l'avez compris, on est dans une histoire d'amour impossible. On est sur le thème du star-crossed lover. C'est du Juliette et Roméo, ok? Donc les deux personnages s'aiment, leur famille se déteste et ils vont se faire la guerre et vont s'entretuer. On sait que c'est du Juliette et Roméo. On a compris que c'était du Juliette et Roméo. Littéralement, un des deux personnages s'appelle Juliette. On a capté, guys. Malgré ça, au lycée, ils sont en train de faire la pièce de théâtre et Roméo et Juliette. Et il n'y a pas un épisode où une des deux ne cite pas Shakespeare. C'est-à-dire que si vous n'avez pas compris que cette série est sur le thème de Roméo et Juliette, la série va vous le dire. La série va vous le hurler à la face. Vous allez comprendre toutes les 5 minutes qu'on est dans du Roméo et Juliette. Ok? Prenez un verre chaque fois que Shakespeare est cité. Oh là là, c'était too much. Mais c'était génial. C'était too much à en devenir génial. Ok? J'ai vraiment passé un bon moment, j'ai bien rigolé. Après, je peux vraiment comprendre que quelqu'un me dise « J'ai pas dépassé l'épisode 2. C'est trop cringy pour moi, c'est trop mal fait pour moi, j'y arrive pas, c'est trop mélodramatique. » Vraiment, au niveau du scénario, il y a des trous de la taille de Saturne. Il y a des trucs qui font pas sens. Dans le sens où, par exemple, on comprend au fur et à mesure que, par exemple, les monstres, c'est pas un secret. Les gens savent, en fait, qu'il y a des monstres qui se font passer pour des êtres humains. Mais pour je ne sais quelle raison, la guilde qui combat les monstres, c'est un gros secret. Personne n'est supposé savoir qu'elle existe. Puis il y a des moments assez cringy dans le sens mal fait par rapport, et ça c'est quelque chose que je critique constamment, j'ai fait une rapide vidéo sur l'analogie, le problème de l'analogie, mais ça c'est dans cette série-là, c'est un vrai problème. Parce qu'il y a des personnages qui vont parler de monstres phobiques. Et on a littéralement un personnage qui est noir et queer, qui va dénoncer le fait que sa mère soit monsterphobe, et donc lui-même va se positionner en ally du monstre, et donc le monstre étant une femme blanche. Donc vous vous retrouvez dans une situation où littéralement vous avez une série où
un homme noir queer et le highlight d'une femme blanche parce que les gens sont monsterphobes. Et on fait une espèce d'analogie à l'homophobie, LGBTQ+phobie, racisme, mais là qui cible tout particulièrement une femme blanche. Et quand j'ai regardé cette scène, j'étais comme qu'est-ce qu'on a dit sur la métaphore, qu'est-ce qu'on a dit sur l'analogie, il faut arrêter, j'ai fait une vidéo là-dessus, allez voir guys. Et bien sûr vous avez les clichés habituels de ce type de série, la grande sœur. L'actrice, franchement, on lui a dit écoute, tu prends le personnage de la bitchy blonde white girl et tu fonces. Et l'actrice a dit ok, je fonce. Ce type de cliché de personnage féminin qui est supposé être forte et indépendante et vouloir du pouvoir, et donc puisqu'elle est forte et indépendante et qu'elle veut le pouvoir, ben ça en fait quelqu'un de malveillant, ça en fait quelqu'un qui va trahir sa famille, ça en fait quelqu'un de bitchy. Donc on a ce glissement de sens entre femme qui veut le pouvoir à emmerdeuse de première, à qui on ne peut pas faire confiance. Vous avez également le cliché, je vais expliquer pourquoi c'est peut-être un peu cliché, mais du personnage gay qui est dans le placard. J'appelle ça un cliché parce que pour je ne sais quelle raison, en termes de série, les scénaristes sont obsédés par l'idée de cet homme gay dans le placard qui en fait est quasiment un enfoiré, de refuser de sortir du placard et d'avoir honte d'avoir des relations avec d'autres hommes et de cacher ses relations. Si vous avez vu Heartstopper, vous avez ce personnage là. Il y a eu comme un glissement de sens, encore une fois, de ce personnage qui n'est pas encore prêt à sortir du placard et donc qui vit dans la honte, qui a comme un jugement extrêmement fort qui est porté envers ces personnages qui choisissent de rester dans le placard. Et je ferai une vidéo sur l'énorme problème des discours qui entourent le placard, notamment la pression au coming out, l'obsession du coming out, qui est vraiment quelque chose de très occidental. Et c'est intéressant de voir à quel point les représentations médiatiques, notamment dans les séries télé pour jeunes, lorsqu'ils touchent aux enjeux LGBTQ+, il va y avoir cet arc narratif du coming out. Donc on y touchera également. Donc je suis en train de vous dire à quel point tout cela fonctionne pas dans la série, mais au final, comment ça en fait quelque chose de très drôle à regarder, qui est quand même attachant. La fin de la saison 2, il y a beaucoup de cliffhangers, il y a beaucoup d'arcs narratifs qui partent un peu dans tous les sens, mais qui promettent du coup un développement beaucoup plus important en saison 2. Ils mettent énormément de choses en place, j'imagine, en espérant avoir du coup l'intérêt du public pour une saison 2. Pour le moment, la saison 2 n'est pas annoncée, on croise les doigts, mais c'est... Voilà, les paris sont ouverts. Mais là où je voulais rebondir là-dessus, comme j'ai dit, c'était sur ce discours. C'est une mauvaise série de manière un peu globale, donc ça en fait une mauvaise représentation. Et là-dessus, je suis pas d'accord. Tout d'abord, le fait que cette série existe, First Kill, que ce soit une série moderne, où on touche à des lycéennes, et que ce soit une série fantastique, et en soit une petite pépite, parce que normalement, lorsqu'on se retrouve avec une histoire qui centre des lesbiennes, notamment en termes cinématographiques, la plupart du temps, une grosse majorité de ces productions sont ce qu'on appelle des period pieces. Donc, je vais les séparer en deux. Je vais d'abord parler de films et après, je parlerai de séries télé. En termes de représentation film, avec des couples de femmes qui aiment des femmes, on a une surreprésentation de films qui s'inscrivent dans la catégorie des period pieces, donc c'est-à-dire films d'époque. Ce sont des films qui se passent dans le passé. On a énormément de films qui rentrent dans ce critère. Littéralement, pour vous en citer que quelques-uns, si ça vous intéresse, on a Carol, Girl King, The Handmaiden, Vita et Virginia, The Favorite, Portrait of a Lady on Fire, bien sûr, Desert Heart, Tell It to the Bees, j'en passe et des meilleurs. Très récemment, on a eu aussi Ammonite. Plusieurs articles, voire travaux de recherche ont été faits sur ce type de film, et notamment Kira Deschler, elle explique que les films lesbiens d'époque dépeignent presque toujours des femmes très féminines. Donc c'est une version restreinte de la féminité, qui se déroule à une époque où les divisions de genre sont considérées comme plus drastiques et strictes que de nos jours. D'où les jupons, d'où le corset, ce genre de choses. Le genre d'habillement que vous imaginez lorsqu'on parle de féminité codée très féminine. Et elle explique comment, d'une part, le fait de voir deux femmes codées très féminines tomber amoureuses l'une de l'autre n'est pas quelque chose de finalement très subversif, dans le sens où ça ne va pas perturber le statu quo, et donc ça va permettre d'avoir quand même un public certes très niche, donc par exemple le public queer, mais également avoir un public mainstream. Dans le sens où, ce n'est pas pour dire que les femmes qui aiment les femmes féminines ne sont pas suffisamment queer, c'est-à-dire que les femmes qui aiment les femmes et qui présentent de manière féminine, voire très féminine, notamment dans ce type de film, rentrent tout de même dans un cadre suffisamment hétéronormatif pour continuer à plaire. Notamment si vous avez vu ma vidéo sur le paradoxe du hashtag lesbien, où j'expliquais que la sexualité lesbienne, en termes de représentation, avait été détournée par et pour le male gaze. Et bien finalement, ce type de représentation de femmes qui tombent amoureuses l'une de l'autre en étant codées très féminines toutes les deux, rentre également dans ces cadres qui peut continuer à plaire par et pour le male gaze. Forcément, ce n'est pas aussi subversif que si on avait des films qui représentaient notamment au moins une femme codée masculine, voire deux femmes codées masculines qui tombent amoureuses l'une de l'autre. Ça permet de s'assurer du coup que ces films restent facilement commerciables. Bien sûr, vous avez des exemples de subversion comme Gentleman Jack,
mais ça reste quand même assez rare. L'autre dimension importante des films d'époque, c'est que pour la plupart du temps, il s'agit de tragédies. Ça commence enfin à changer, notamment depuis les années, je dirais, fin 2010. Mais avant cette période-là, littéralement, lorsque vous regardez ce type de film, il fallait que vous vous attendiez à ce qu'elles ne finissent pas ensemble. Et probablement qu'une des deux va mourir, voire les deux vont mourir. Voilà, c'est le genre de film où, à la fin, tu perds un peu foi en l'humanité. C'était littéralement le seul genre de film que nous avions. Aussi parce que, comme j'ai dit, ce sont des films qui se passent dans le passé et qu'on a tendance à considérer le passé comme étant plus homophobe, plus lesbophobe. Et donc, on s'attend à ce que ces films soient des tragédies. Et par conséquent, ce sont des films qui ont tendance à jouer le jeu des Oscars. Quand vous avez des femmes éplorées dans la tragédie, le drame, etc., vous cochez plusieurs cases des Oscars. Donc, il y a possibilité d'avoir une certaine reconnaissance pour vos films. Encore une fois, c'est ce qui peut expliquer que ces films continuent d'être faits et refaits et que voir des actrices avec des grands noms choisissent de jouer dans ce type de film parce que ça peut être leur ticket pour obtenir enfin un Oscar ou en tout cas une certaine reconnaissance pour leur carrière. Donc il faut vraiment comprendre que les attentes du public font partie du processus de création cinématographique, de ce qui va être permis de faire ou pas, où est-ce qu'on va investir de l'argent ou pas. Et le public est particulièrement rassuré de savoir ce qu'il peut attendre de ces films. Ce sera beau, ce sera tragique, des femmes vont pleurer, probablement dans de très belles tenues d'époque, avec une très belle musique dramatique, des cœurs vont être brisés, quelqu'un va probablement mourir, voire plusieurs personnes vont mourir. On va ressortir du cinéma en ayant pleuré, en ayant le cœur lourd, mais ce sera magnifique et peut-être que le film aura un Oscar. Voilà. Et de fait de s'attendre à tout cela fait que ces films deviennent du coup plus commerciaux et donc beaucoup plus faits et refaits. Une des choses également à noter qui est mise en avant par Kira, c'est que ces films, du fait d'être des films faits d'époque, sont donc des films auxquels on peut s'attendre à ce que ce soit moins sexuellement chargé. Et ça aussi, ça joue lorsque vous voulez toucher un public mainstream. Comme on est plus dans un exercice esthétique et de l'image, lyrisme, poétique, on va avoir également une représentation du sexe comme quelque chose de poétique, lyrique, éthéral, et qui rentre encore une fois dans cette idée de vanilla sex qui est associée à l'image des femmes qui aiment les femmes, qui est bien sûr un stéréotype, mais qui est un stéréotype qui est bankable. Et entre guillemets, c'est aussi un choix plus sûr parce qu'apparemment les hétéros ne savent juste pas faire des scènes de sexe entre femmes. Ne savent pas les scripter, ne savent pas les produire, ne savent pas les filmer, ne savent pas les jouer. What? Vous pensez que c'est ça qui se passe quand on... Non, c'est compliqué dans vos vies, c'est compliqué. En tout cas, enfin, parce que ce sont des films qui se passent dans le passé, c'est plus facile d'évacuer tout propos politique. Donc du coup, vous pouvez faire un film qui techniquement touche l'enjeu des communautés minorisées, sans pour autant faire quoi que ce soit comme discours au sujet des communautés minorisées qui soit un tant soit peu politique et ça passe. C'est quand même intéressant que autant de ces films d'époque soient faits d'un point de vue, si vous vous intéressez par exemple aux archives, à la problématique des archives, je ferai une vidéo là-dessus parce que j'avais enseigné sur le sujet, les Her Story en termes d'archives. On a très peu de présence de femmes qui aiment les femmes dans les archives, d'accord? Il y a un effacement et une invisibilisation de la présence des femmes de manière générale et forcément une invisibilisation et un effacement de la présence des femmes queer en particulier. Face à cet effacement des archives, cette invisibilisation des archives, il y a énormément de travail qui est fait, soit pour se réapproprier les archives, soit pour perturber les archives, par exemple en réinventant une certaine chronologie, en réinventant une histoire. Nous placer dans les archives permet de créer un passé qui, quelque part, ancre l'idée que nous ne datons pas du 21e siècle. Il y a toujours eu des femmes qui aiment des femmes, par exemple. Et donc, même si on n'est pas présente au sein des archives, on peut inventer cette histoire. Si vous regardez le fait qu'il y ait autant de périodes précises autour des femmes qui aiment les femmes, ça permet aussi de, quelque part, créer une présence historique des femmes qui aiment les femmes à travers la création de ces films. Par contre, il faut quand même apporter une certaine nuance là-dessus. Ça place des femmes qui aiment les femmes dans le passé, mais on s'entend des femmes blanches qui aiment des femmes blanches. Et ça, c'est une énorme critique qui est souvent adressée aux films d'époque, c'est-à-dire qu'il y a cette considération que les personnes noires n'ont pas été inventées avant 1920-1950. C'est-à-dire que si vous faites un film avant 1950, où sont les noirs? Si le film ne traite pas spécifiquement d'esclavage, on n'existe pas. On n'est pas dans le background, on n'a pas encore été inventé. Les personnes noires n'existent pas, de manière globale, les personnes racisées n'existent pas non plus. Kinsey Clark a écrit « La blancheur a toujours été le visage par défaut de tout, même des identités sexuelles marginalisées. » Je vous donne tout ce contexte et à la fin, je vous replacerai du coup, voilà pourquoi First Kill n'est pas une mauvaise représentation. Mais je glisse là-dessus rapidement, voilà pourquoi First Kill n'est pas une mauvaise représentation. Dans le sens où littéralement, on a un personnage principal qui est une femme noire dark skin, avec une famille noire autour d'elle.
Alors oui, on a encore une relation interraciale et je ferai une vidéo sur la romantisation et le fétichisme des relations interraciales et l'obsession des médias autour des relations interraciales. Mais n'empêche que on a une chasseuse de vampires qui est noire. Fermeture de parenthèse, mais j'y reviendrai. Donc je vais vous donner quelques chiffres. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en dessous. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à lire les rapports en entier. Mais si vous vous intéressez par exemple au rapport GLAAD de 2019, montre que la représentation des personnages masculins gays blancs s'améliore sans cesse, mais que les personnages lesbiens, bisexuels et trans sont laissés pour compte, tout comme les personnages racisés et les personnages en situation de handicap. Donc quand on parle de problématiques de représentation médiatique pour la communauté LGBTQ+, on ne siège pas tous et tous à la même enseigne. En 2018, les personnages trans et non-binaires étaient complètement absents des films des grands studios, ce qui marquait la 3e année consécutive d'une omission aussi flagrante. Et là-dessus, vous devez prendre en compte tous les stéréotypes qui entourent en fait les représentations. Alors, il faut savoir qu'au cours des décennies d'histoire LGBTQ+, notamment au cinéma, mais surtout à la télévision, il y a eu un thème dominant qui quand même continue de modeler pas mal de représentations même de nos jours. Le thème dominant était celui de la souffrance. Dans le sens où s'il y avait une représentation de l'homosexualité ou d'une quelconque diversité de genre ou diversité sexuelle, c'était associé au fait de souffrir, c'était associé au fait de lutter. Les intrigues portaient massivement sur l'homophobie de la famille, les abus, le bullying à l'école, le rejet par la famille, l'acceptation de soi et bien souvent la mort. Notamment, trigger warning parce que je vais en parler, le suicide. Donc, il faut savoir que de manière globale, les personnages queer sont tués bien plus souvent que les personnages hétéros. En tout cas, ce qui inclut forcément les femmes qui aiment les femmes. Il faut savoir que historiquement, et rapidement, pour avoir ça en tête aussi lorsque vous apportez une critique de First Kill, on est dans un contexte, par exemple, l'histoire cinématographique a connu les codes AS, la censure, etc. Donc, c'était des codes qui encadraient ce que vous aviez le droit de représenter au cinéma, notamment, mais aussi à la télé. Et l'homosexualité était interdite. Pour contourner ces codes, pour avoir quand même, par exemple, des personnages qui soient queer-coded, vous pouviez contourner en associant l'homosexualité aux méchants, d'accord? Donc, les méchants pouvaient être queer, parce que au final, on pouvait montrer comment les méchants échouent, s'ils meurent ou s'ils ne trouvent pas l'amour à la fin, c'est une forme de justice et c'est une forme de justice notamment parce qu'ils ne méritent pas de trouver le bonheur parce que ce sont des personnages gays par exemple. Donc le fait d'associer méchanceté, la malveillance à l'homosexualité, ça a été très présent en termes de représentation que ce soit au cinéma et à la télévision. Par exemple, les personnages codés queer sont particulièrement présents dans les dessins animés de Disney. Donc j'en avais parlé notamment dans ma vidéo sur l'orientalisme. Disney veut plaire aux enfants, veut plaire aux parents dans le monde entier et Disney a littéralement 90 minutes pour faire comprendre extrêmement vite aux enfants voilà le héros, voilà le méchant et le méchant doit finir à la fin et c'est ça la morale. Donc Disney ne fait pas dans le subtil. Disney va s'appuyer sur des préconceptions, va s'appuyer sur des stéréotypes et notamment va taper dans cette association entre queer et malfaisance, va taper dans l'association entre peau sombre et malveillance également. Notamment c'est très présent pendant la période de renaissance de Disney, donc de 1989 à 2000. Donc pensez aux gros succès qui ont littéralement fait la fortune du studio, Aladdin, La Petite Sirène, voilà, on est dans cette période-là. Donc quand vous regardez les grands succès de Disney, l'association entre la peau sombre et la malveillance, vous vous rendez compte que tous les méchants ont la peau plus sombre que les héros. Regardez Mulan, par exemple. Pensez Jafar, pensez Ursula. Voilà, on a besoin de faire comprendre très rapidement aux enfants, il a la peau sombre, donc c'est le méchant. En termes de, comme j'ai dit, personnages codés queer, quasiment tous les méchants de Disney à cette époque sont codés de manière à ce que, si ce sont des personnages masculins, par exemple, leur comportement, leur manière de se déplacer ou leur gestuelle soit efféminé. Donc pensez à Scar dans Le Roi Lion. Scar est littéralement le contrepoids à la masculinité hégémonique qui est représentée par Mufasa et plus tard par Simba. Pensez au Capitaine Crochet, Ratcliffe dans Pocahontas, ok? Et ça s'ancre dans un contexte où, en effet, la représentation queer est associée à la méchanceté de manière globale au cinéma et dans les dessins animés. Pour ce qui est des femmes qui aiment les femmes, ça va être cette idée que les femmes qui aiment les femmes, on ne peut pas leur faire confiance. Donc ça va être beaucoup des personnages qui trompent leur conjoint, qui trompent leur compagne. Ça va beaucoup être des personnages qui sont avides de pouvoir. Et donc ça va être des personnages qui actent en dehors de ce qui est considéré comme correct pour la féminité. Je ferai une vidéo spécifique sur les stéréotypes des bisexuels parce que oui, en termes de représentation, les personnes bi là, on leur a pas fait de cadeau. Là-dessus, pour garder en tête pourquoi je vais argumenter sur le fait que First Kill n'est pas une mauvaise représentation si vous prenez en compte tout ce contexte, il faut aussi prendre en compte, bien sûr, l'impact du VIH
sur la représentation médiatique. Du fait de beaucoup de militantisme du milieu LGBTQ+, notamment, il va y avoir énormément de travail autour de la prévention, autour de l'éducation, autour de la représentation qui est faite du coup de l'épidémie du VIH, et ça va avoir un impact en termes de représentation médiatique. Alors, ça va avoir un impact qui est ce qu'on peut considérer comme à double tranchant. Dans le sens où le côté positif, ça va travailler notamment à l'éducation. Ça va travailler à visibiliser le sujet. Ça va travailler, par exemple, à lutter contre les discriminations, à lutter contre les mythes, à lutter contre les stéréotypes entourant la maladie. Le mauvais côté, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une surreprésentation de ces histoires. Et lorsque vous avez une surreprésentation de ces histoires alors que vous n'avez pas tellement d'autres options, le message qui est donné, c'est que la seule chose qui t'attend, en fait, c'est soit la maladie, la souffrance et la mort pour toi, soit la maladie, la souffrance et la mort pour tes proches. Et si c'est le seul type de représentation que vous avez, ça peut avoir un énorme impact en termes de construction identitaire, en termes de modèle, en termes de confiance en l'avenir. Et c'est ce qui s'est passé en fait avec cette surreprésentation. C'est-à-dire qu'on a réduit littéralement le vécu ou la multitude de vécus de réalité qui touchent les personnes LGBTQ+, à la maladie. Et enfin, parce qu'il faut l'aborder également, vous avez en termes de représentation, que ce soit cinématographique et télévisuelle, une surimportance du thème du suicide, notamment lorsqu'il y a une représentation spécifiquement pour les jeunes LGBTQ+. Donc là encore, on se retrouve avec quelque chose à double tranchant. Faire autant de représentations, faire autant d'histoires qui vont toucher ou aborder l'enjeu du suicide, fait que le côté positif, ça travaille à l'éducation populaire, ça travaille à dénoncer la bigoterie, ça travaille à dénoncer la discrimination, ça travaille à montrer le type de conséquences dramatiques que peut avoir par exemple le bullying, que peut avoir le fait de rejeter des camarades de classe pour leur orientation sexuelle, etc. Côté positif. Notamment parce qu'on sait, on a des statistiques, le suicide continue d'être... Les personnes issues du milieu LGBTQ+, ont un plus haut risque de taux de suicide de manière globale, mais encore plus chez les jeunes issus du milieu LGBTQ+. Donc le côté positif, c'est d'attirer l'attention là-dessus. Côté négatif, et ça ne touche pas que le milieu LGBTQ+, c'est que c'est extrêmement délicat d'aborder l'enjeu du suicide dans les médias, notamment à cause de ce qu'on appelle l'effet Weather. Donc l'effet Weather, c'est un roman, Les souffrances du jeune Weather, qui a été écrit par Goethe, qui a été un best-seller en fait à sa sortie, qui met en scène notamment le jeune Weather, qui a un chagrin d'amour, si je dis pas de bêtises, et se suicide à la fin. L'histoire a eu énormément de popularité, a fait le buzz à l'époque, dirons-nous. Et ce qu'on s'est rendu compte par contre, c'est qu'il y a eu une explosion, vraiment de passage à l'acte, par imitation du jeune Weather. Donc on a cette explosion de taux de suicide suite à une médiatisation d'un passage à l'acte. La série 13 Reasons Why, qui est sortie sur Netflix donc en 2017, série extrêmement populaire à sa sortie, notamment la saison 1, qui est adaptée d'un roman pour jeunes adultes. Suite à la sortie de la première saison, le taux de suicide chez les jeunes a augmenté de 28,9% dans les semaines qui ont suivi la sortie de la série. Donc, pourquoi il y a ce pic également et pourquoi je dis que ça peut être très dangereux de représenter le suicide aussi, c'est parce qu'il y a tendance dans les médias, notamment malheureusement dans les médias à destination d'un jeune public, à avoir une espèce de romantisation autour de l'acte. Dans le sens où ce qui se passe très souvent, ce qui est mis en scène, c'est qu'on va avoir un personnage qui passe à l'acte et en fait qui va quelque part obtenir justice, obtenir revanche par rapport à son acte de suicide. Par exemple, les personnes qui l'avaient bully, qui avaient abusé d'elle vont avoir des cas de conscience ou vont être poursuivies par la justice ou vont être dénoncées. C'est-à-dire tous les personnages qui seraient responsables de son suicide subissent les conséquences de son passage à l'acte. Donc quelque part, il y a cette histoire où on représente le fait de passer à l'acte comme une manière de récupérer le pouvoir et de se venger des personnes qui nous ont poussés à bout. Ce qui est une forme de romantisation du passage à l'acte qui en fait est aussi très fantasmée. Et qui du coup peut être l'élément qui va convaincre puisque je n'arrive pas à avoir ce type de revanche de mon vivant, je l'aurai en passant à l'acte, par exemple. Ça peut être aussi le fait que quand vous êtes un jeune public et que vous n'avez pas énormément de modèles, lorsque vous avez enfin un personnage qui vous ressemble, auquel vous vous attachez, si ce personnage passe à l'acte, ça peut provoquer l'effet Weather, c'est-à-dire l'effet d'imitation. Donc cette représentation du suicide qui aussi s'inscrit dans cette tendance à faire beaucoup de médias centrés autour de la tragédie, la souffrance et la mort. Donc tout cela, c'est le contexte de représentation cinématographique qu'on a de manière globale lorsqu'on regarde les femmes qui aiment les femmes. Et là-dessus, en plus de tout ça, vous devez rajouter également le Pretty Dead Girl trope. Alors le Pretty Dead Girl trope, c'est cette idée que typiquement les femmes
de manière générale, ont tendance à mourir beaucoup plus que les personnages masculins. Les femmes sont souvent d'ailleurs tuées, voire souvent de manière violente, pour servir un autre arc narratif. Donc pour servir l'arc narratif d'un homme qui du coup va passer le reste du film ou de la série à vouloir se venger. Et ça aussi, le petit Dead Girl, si vous le croisez avec le Bury Your Gays, ça fait qu'on n'a pas, en termes de représentation de femmes qui aiment les femmes, on n'a pas beaucoup de chances de survie. On est tué extrêmement facilement. Si jamais vous vous en souvenez, il y avait eu tout le backlash autour de la mort de Lexa dans The Hundred, qui littéralement est morte quelques minutes après avoir enfin conclu l'affaire avec son amant, qui s'inscrit dans une liste toujours plus grandissante, toujours plus croissante de personnages queer qui sont tués pour faire avancer un autre arc narratif, ou simplement pour choquer le public, ou même parfois pour faire avancer l'arc narratif de personnages hétéros cis qui n'ont rien à voir avec elle. Il y a eu énormément de backlash en ligne, les gens en sont montés au créneau, ils ont développé d'ailleurs ce qu'on appelle le Lexa Pledge, qui est un document normalement que des producteurs ou des scénaristes peuvent signer pour s'engager à réfléchir à ce qu'ils font avec leurs personnages queer. Donc après, on peut avoir tout un tas de débats autour de Lexa Pledge, mais l'idée c'était de conscientiser sur la manière dont les personnages queer sont traités comme des personnages qu'on peut faire subir toutes les violences du monde, voire les tuer très rapidement, et ça sert en fait juste au reste du scénario, au reste des personnages. Et la surreprésentation de ces morts, ce que cela donne en termes d'impact, par exemple pour un public qui cherche ne serait-ce qu'à avoir de temps en temps un peu de représentation et pouvoir profiter en fait de se voir à l'écran. Ce n'est que très récemment qu'on a commencé à avoir des séries ou des films qui ne se terminent pas forcément dans la tragédie et le drame, qui parfois se terminent bien, qui se terminent avec des personnes qui trouvent l'amour et gardent l'amour, restent vivants. Et non seulement on a commencé à avoir des séries et des films qui se terminent pas forcément dans le drame, mais où l'arc narratif n'est pas celui de la souffrance et où en fait l'enjeu de leur queerness n'est même pas un sujet de dramatisation. Et ça fait du bien parce que ça fait un moment qu'on attendait. Je pense à Schitt's Creek. Si vous n'avez pas vu Schitt's Creek, c'est un bijou. C'est une des meilleures séries qui ait jamais été produite. C'est 5 saisons, c'est parfait de A à Z. C'est absolument grandiose. Je vous recommande Schitt's Creek. En termes de films, vous avez Bookmarks par exemple. Donc vous avez de plus en pas autant, hein, on s'entend, on n'est pas encore à avoir des options par centaines. Ce qui me ramène enfin à First Kill. Lorsque vous avez en tête toute cette histoire d'évolution en termes de représentation médiatique, tout ce par quoi on est passé, et que vous arrivez à une époque où on a littéralement un drama fantastique, teen, young adult, qui vont au lycée, qui tombent amoureuses, et l'élément de drama, c'est pas que ce soit deux femmes qui s'aiment, mais c'est qu'il y en a une qui est une vampire et l'autre qui est une chasseresse et que leur famille veut s'entretuer et que c'est fait sur des musiques cheesy, cringy, pas de budget, pop song. Ce n'est pas une mauvaise représentation. Au contraire, ça devrait être considéré comme la preuve qu'on avance en termes de représentation. Parce qu'on a besoin d'avoir ce type d'options. Oui, on a besoin d'avoir les périodes pieces. Oui, on a besoin d'avoir les dramas. Oui, on a besoin d'avoir les tragédies. Mais on a aussi besoin d'avoir le léger. On a aussi besoin d'avoir le pas trop compliqué à regarder. On a aussi besoin d'avoir le fun. On a aussi besoin d'avoir les cringy stories à la Teen Wolf et à la Vampire Diaries. Les hétéros non. Pourquoi pas nous, en fait? Nous avons des vécus tout aussi multifacettes que les hétéros. Et donc, on devrait avoir tout autant de médias aussi impossibles et improbables que les hétéros. First Kill, pour moi, c'est une avancée, en fait, en termes de médias. On est enfin dans une phase où on peut regarder une série et où on ne va pas passer 8 épisodes à angoisser qu'elle ne soit abusée par je ne sais qui dans sa famille. J'ai adoré Paria. Paria est l'un des plus beaux films qui existent. Je recommande constamment Paria. J'ai littéralement analysé Paria dans ma thèse. Mais j'ai pas envie de regarder Paria l'été en mangeant de la glace, en scrollant sur mon Instagram. Ce que je veux regarder, c'est First Kill. Ce que je veux regarder, c'est les deux filles qui se battent. Et tu sais pas pourquoi il y en a une qui tombe paralysée après avoir touché le sang de la vampire. Elle touche avec sa main est paralysée, mais c'est tout son corps qui tombe. Ne me demandez pas pourquoi. C'est ça que je veux. Je veux des séances de make-out dans le placard et des zombies qui essayent de tuer sa mère. Je veux voir des dents qui poussent et des pieux et du faux sang. Et ensuite que tout le monde aille au lycée comme si de rien n'était. C'est ça que je veux l'été. Oui, on mérite que Netflix mette du budget. Oui, on mérite que Netflix fasse plus de promotion. Je suis d'accord pour cette critique. Mais je suis pas d'accord qu'on dise que parce que c'est mal fait, c'est de la mauvaise représentation. Pas du tout.
Et arrêtez de répéter constamment que c'est de la mauvaise représentation parce que du coup, les critiques en termes de mauvaise représentation qui sont des critiques qui dénoncent par exemple les stéréotypes perdent en fait de leur importance si vous associez au fait que une série n'est pas bien faite donc c'est de la mauvaise représentation pour des lesbiennes. Pourquoi? Nous aussi on a le droit d'avoir des séries qui sont mal faites. Les hétéros en ont. Ce dont on a besoin, c'est d'avoir plusieurs options. C'est d'avoir plusieurs types de médias. C'est d'avoir du choix. Et je veux ma saison 2. Il faut la saison 2. J'ai besoin de savoir ce qui se passe avec son fils. J'ai besoin de voir Talia Wise détruire absolument toute la ville entière pour protéger son fils. Rigolez même pas avec ça. Donc voilà. Ce n'est pas la série du siècle. Et c'est ça qui fait du bien. C'est tout ce que je voulais dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je sais pas encore ce dont je parlerai la prochaine fois. J'ai annoncé plusieurs vidéos, mais vous me laisserez en commentaire ce qui vous intéresse. Et sur ce, on se voit la prochaine. Bye.